Merci de nous rejoindre sur Bio1 Télévision. Je le disais tantôt, Joseph Kabila s'est montré plus qu'explicite au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin à Bunia. Il a tenu à faire prévaloir que la signature d'un document de cessation des hostilités entre le mouvement du 23 mars ainsi que les forces de la République démocratique du Congo devait intégrer le rapport des forces qui a été en défaveur des insurgés. Le commandant suprême de l'armée nationale ne s'explique pas qu'on mette sur le même pied d'égalité le mouvement insurrectionnel ainsi que le gouvernement. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Justin Joelbin Maraiki, notre correspondant sur place. Pour parler de Kampala, moi je préfère plutôt le processus de Kampala. On était parti à Kampala, c'était, je crois, il y a une année plus maintenant. L'objectif c'était de faire l'évaluation de l'accord signé au mois de mars 2009. La toute première phase, on avait terminé ça, je crois bien, le mois de juin de l'année passée. L'évaluation de l'accord reste maintenant l'étape de ce qu'on appelle les discussions avec le M23. Ce que vous devez retenir, c'est que le processus de Kampala, ce n'est pas seulement un processus entre le gouvernement congolais et le M23. Non, c'est un processus régional. Après cette défaite du M23 sur les champs de bataille, et même bien avant, l'idée de la délégation du gouvernement et les instructions qu'on avait données à la délégation du gouvernement, c'était de faire en sorte que, avant la fin de ce mois de novembre ici, un accord ou une déclaration devait être signée. Mais il s'est fait que bien avant la fin du processus, le M23 avait déclenché les opérations et les résultats ou la suite, vous la connaissez. Maintenant, quelle doit être la conclusion de ce processus ? Tout dépend de la facilitation d'abord, mais quant à nous, nous pensons qu'une déclaration peut ou va certainement suffire pour clôturer ce processus de Kampala. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça la conclusion, c'est qu'on est toujours en contact avec la facilitation. C'est l'Ouganda, le président Museveni et le ministre de la Défense de l'Ouganda. Et peut-être d'ici, avant la fin de ce mois, d'ici vers le 15, on aura trouvé une solution. Mais une solution qui s'ajuste vu l'évolution de la situation sur le terrain. L'évolution de la situation, cela veut dire la fin de ce combat, la fin de la guerre au Nord Kivu. Voilà la vision de la fin de ce processus à Kampala. Vous venez donc de suivre le chef de l'État lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin à Bunia. Avant de reparler de son périple dans la partie est du pays, revenons justement sur la signature de cet accord attendu dans la capitale ougandaise. Il y a lieu de s'arrêter un instant pour évaluer les avancées et les ratés de ce processus de retour à la paix. Que cache en fait cette querelle de sémantique entre accord et déclaration? Élément de réponse dans ce commentaire de Steve Mbouy. Le décor semble être déjà planté à Kampala en Ouganda pour la signature d'un communiqué des conclusions des pourparlers entre la délégation de Kinshasa et celle de la rébellion déchue du M23. Visiblement, le gouvernement congolais n'a pas cédé face à son intransigeance sur le contenu et la dénomination à donner à ses conclusions. Kinshasa a pesé de tout son poids pour ne signer qu'une simple déclaration des conclusions des pourparlers de Kampala qui comportera l'engagement du M23 à ne plus reprendre les armes, le cantonnement des éléments du M23 avant leur démobilisation et une demande d'amnistie qui ne sera pas générale. Le porte-parole du gouvernement congolais a fait savoir que Kinshasa n'acceptera pas l'intégration des éléments de l'ex-rébellion au sein des FRDC et cela d'autant plus qu'une telle intégration individuelle ou collective. Selon certaines sources, les membres du secrétariat général de la CIRGEL ont déjà vidé leur bureau, tout comme celui de la facilitation. Voilà qui laisse à croire que la clôture de ces travaux n'est plus qu'une question d'heure. Le bout du tunnel est déjà visible, c'est donc Kinshasa qui l'a emporté. Après la défaite militaire infligée au M23, cette déclaration sera certainement l'acte d'effacement définitif du M23. Espérons que cette défaite infligée servira d'exemple à tous ceux qui voudraient, au nom du peuple, prendre les armes contre le gouvernement congolais. Je vous le disais tout à l'heure, le chef de l'État poursuit son périple dans la partie est du pays. Après l'étape de la province orientale, le président de la République a entamé aujourd'hui l'étape du Nord Kivu. Il était ce matin à Béni, comme nous le dit ce reportage de Fiston Mahamba. À
attendu en ville de Béni depuis hier lundi. C'est finalement ce mardi 26 novembre que le chef de l'État Joseph Kabila est arrivé à Béni, à provenance de la cité de Bunia, à province orientale. Peu avant son arrivée, une foule nombreuse est venue l'attendre le long du boulevard Nyamwisi, la principale artère de cette ville. Banderoles, calico, effigies et drapeaux des partis politiques, pour la plupart de la majorité présidentielle, étaient visibles sur les artères de la ville. Plusieurs messages étaient inscrits sur ces affiches, entre autres Merci Raïs, bravo au FRDC et tant d'autres qui exprimaient la gratitude de la population au gouvernement pour avoir ramené la paix dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Il était 15h20, le chef de l'État arrive au rond-point du 30 juin de Béni à la conduite d'un cortège important. Il descend de sa Jeep, puis conduit par Julien Paluku Kaonga, gouverneur du Nord Kivu. Il salue la délégation venue l'attendre. Après, le chef de l'État a repris la route en partance pour Butembo. Il faut noter que Joseph Kabila n'a pas fait une adresse à la foule, ni aux journalistes, moins encore aux autorités locales, car son bref passage à Béni a duré moins de 10 minutes. Dans la suite de la délégation présidentielle, on a noté plusieurs députés nationaux, le colonel Falsi Kaboué, commandant de la zone opérationnelle de Lituri, et d'importantes unités de la garde présidentielle. Après Béni, c'est Butembo qui a accueilli le chef de l'État cet après-midi toujours et il va tenir un meeting demain avant l'étape de Goma. Goma, cette ville volcanique qui attend avec beaucoup d'effervescence la venue du chef de l'État. Notre correspondant sur place nous décrit l'ambiance qui a vécu à Goma cet après-midi. Des drapelés des partis politiques de la majorité présidentielle, par-ci par-là, sur les artères principales de la ville, et même sur toutes les entrées et sorties de Goma. Voilà l'image que présente le chef-lieu du Nord Kivu, s'apprêtant à accueillir le Raïs Kabila Kabange. Dans la ville, même si cette arrivée s'est faite après la victoire des FARDC sur le M23, certains gomatraciens voient en celle-ci la résolution de plusieurs problèmes auxquels fait face la ville. Vous avez des questions de route dans cette ville, vous avez des questions de l'insécurité, des questions de chômage, ne vous en faites pas. Vous avez des courants électriques, vous avez des problèmes de l'eau qui continuent à se poser. Donc, cette population, elle n'a pas seulement besoin de voir le président, mais elle a besoin de voir les problèmes au quotidien être résolus. C'est ce que cette population attend. Tout en reconnaissant les efforts du Raïs, certains opposants à Goma considèrent son arrivée comme une façon pour lui de se racheter auprès des Nord-Kivusiens. Il n'est jamais tard pour bien faire. Nous savons qu'il a commis beaucoup d'erreurs stratégiques parce que cette population a connu des situations douloureusement atroces, mais le Raïs n'a pas pris soin d'adresser même un mot de soulagement ou de compassion à cette population qui souffrait. Mais nous pensons qu'il vient se racheter et qu'il va maintenant entamer les grands projets comme on l'attendait. Il nous disait qu'il y avait crise, il ne pouvait pas faire quelque chose de développement au Nord Kivu tant qu'il y avait guerre. Nous pensons qu'il n'y a plus d'alibi ou de prétexte pour des grandes actions, entre autres la route, l'électricité et l'eau, dans la ville de Goma et sur toute l'étendue du Nord Kivu. Pour Madame Ouimana, présidente fédérale de l'ECT, parti membre de la majorité présidentielle, l'arrivée du Raïs à Goma n'est pas synonyme de la résolution de tous les problèmes, mais cela se fera petit à petit. Il ne faudrait pas que la population croit que l'arrivée du président de la République, c'est aujourd'hui même que tous les problèmes seront décantés. Mais comme c'est un programme, il faudra que la population arrive à aider aussi le président à comprendre qu'il fait des efforts, il fournit beaucoup d'efforts pour que tout aille mieux. L'actualité de ce mardi est focalisée vers le Nord Kivu. On va parler situation sécuritaire dans cette partie est du pays. La chute du M23 se répercute même aux autres groupes armés cantonnés dans le Nord Kivu. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, plus de 1500 éléments sortis de 11 milices ont eu une causerie morale avec le ministre de l'Intérieur, Richard Muyez-Mangez-Mons, qui a rassuré la sécurité et protection suite à leur édition et leur a promis de transmettre leurs doléances auprès de la haute hiérarchie. 1500 éléments, soit 11 groupes armés, dont les APCL et Niatura, se sont rendus au FARDC à Bulimana au Nord Kivu. Ils sont cantonnés dans ces centres de transit dans la chefferie de Baïndé, territoire de Massissi.
La délégation gouvernementale constituée du ministre de l'Intérieur, du Plan, de la Santé et des vice-ministres du Budget et de l'EPSP ont rassuré ces rendus quant à leur prise en charge. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguesmans, représentant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a remis à titre symbolique des vivres et d'autres rations alimentaires à ces éléments rendus et leurs dépendants. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Sachez que le chef de l'État, Joseph Kabila, et le gouvernement ont un programme pour votre encadrement. Et nous ne sommes pas venus main bredouille. Nous avons amené quelques vivres pour vous soulager. Sachez que toutes vos doléances seront transmises au commandant suprême de FARDC. Bien avant, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avait enregistré les doléances de ces sites de transit transmises par le lieutenant-colonel Baza. Le patron de la territoriale a promis de les transmettre à son tour à la haute hiérarchie pour un dénouement heureux. Vous le savez, la situation sécuritaire jadis instable dans la partie est du pays était à la base des milliers de déplacements des populations. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle d'un retour au bercail de ces déplacés de guerre dans l'est du pays après la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo sur les M23. Les fils et filles du Congo, victimes des atrocités du M23, regagnent dans la liesse les cités de Nyiragongo et Rutshuru. Ils sont environ 4 000 pour un total de 715 000 familles. Nyiragongo et Rutshuru, au lendemain de leur libération, voient leurs filles et fils y retourner. 4000 personnes réparties en 715 familles, pour une moyenne de 5 personnes par ménage, ont regagné leur terre d'origine après l'asile trouvé au camp de réfugiés des Murunga 1 et 3, ainsi que de Bulembo et Bunima. Cette action illustre la détermination du chef de l'État à restaurer la paix dans le Nord Kivu, longtemps meurtri par de guerres à répétition. C'est Mungunga 3 qui a servi de site pour le lancement officiel de l'opération. Il était en ébullition lors de l'arrivée du ministre des Affaires sociales, accompagné des membres du gouvernement en séjour au Nord Kivu. Le gouvernement du pays, par le ministère des Affaires sociales, s'engage à accompagner les réfugiés jusqu'à leur domicile habituel. Déjà, de l'argent et quelques biens de première nécessité ont été remis aux réfugiés pour assurer leur survie avant de regagner leur toit. Et enfin, pour boucler ce chapitre consacré à l'actualité dans le Nord Kivu, on va parler des experts de la conférence des gouverneurs qui sont en réunion d'évaluation de la dernière conférence tenue en mars dernier à Kananga, au Kasaï occidental, avant la 4e qui se tiendra à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. C'est dans l'objectif de faire l'évaluation des recommandations de la 3e conférence des gouverneurs tenue à Kananga que se tiennent à Goma ces travaux d'experts des 11 provinces de la RDC en présence des représentants du Premier ministre et du chef de l'État. À l'issue de 3 jours de travail, les participants vont produire un document qui servira de matière à la 4e conférence des gouverneurs. A martelé le représentant du gouverneur Julien Paluku-Kahongia, M. Atanas Kahana-Kimouatasi, directeur des provinces. L'équipe que vous voyez là est représentative. Toutes les provinces sont représentées, sauf le délégué du Katanga qui n'est pas encore arrivé. Le travail va durer 3 jours. À l'issue de 3 jours, nous aurons évalué exactement à quel niveau chaque province a pu exécuter les recommandations prises. Et l'équipe ici d'experts va préparer un rapport qui sera présenté au bureau de la conférence de gouverneurs pour qu'à la 4e conférence, on s'en serve comme matière. La tenue à Goma de ces travaux préparatoires de la 4e conférence de gouverneurs est un signe de compassion à la population du Nord Kivu, a déclaré Atanas Kahana-Kimouatasi. La présence ce jour à Goma des délégués à provenance de toutes les provinces du pays, qui coïncide avec l'annonce de la tenue imminente du Conseil du gouvernement central et de la visite du président de la République démocratique du Congo dans notre province, paraît aux yeux de notre population comme une marque de sympathie et de compassion, eu égard aux souffrances et aux traumatismes lui imposés par les forces négatives pendant plusieurs mois. Notons que cette formation constitue la première phase d'une série de 2 formations financées par le programme d'appui au démarrage de la décentralisation, PADD en sigle de l'Union européenne.
Retour à Kinshasa pour parler de notre fait marquant l'actualité. Il s'agit notamment du transfèrement du député national du MLC, Fidel Babala, à la Cour pénale internationale. Les députés nationaux, membres du groupe parlementaire MLC, décident de prendre une vitesse supérieure pour défendre l'un des leurs. Ils ont, au cours d'une déclaration faite ce mardi, annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles ils ne participeront plus aux plénières jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir gain de cause. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. On va parler culture. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, Maître Liolo a obtenu des hommages bien mérités de la part du gouvernement en reconnaissant de son œuvre monumentale. Une semaine culturelle dédiée en son nom se tient depuis ce matin dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts où des expositions vente de ces sculptures auront lieu couplées à des conférences débats. Sculpteur plasticien, à lui seul, il incarne toute une histoire, une génération d'artistes africains contemporains, alliant influence africaine aux formes modernes. Maître Alfred Liolo, ce sculpteur congolais de haute pointure, a bénéficié ce jour des hommages lui rendus par ses pairs en l'honneur de ses 70 ans d'âge et de ses 50 ans de carrière vouée entièrement à l'art et à l'enseignement de l'art. Ambassadeur de la culture congolaise au-delà des mers et océans, une semaine culturelle lui est totalement dédiée avec, en somme, un espace d'exposition aménagé en mémoire de celui qu'on appelle le maître Alfred Liolo. Je suis admirative de l'œuvre, de l'homme surtout qui est derrière cette œuvre, parce que si aujourd'hui une nation décide de lui rendre hommage et de reconnaître au fond le travail qu'il a accompli, c'est parce qu'il nous a fait un cadeau merveilleux. Il a enrichi notre patrimoine. Aujourd'hui, nous célébrons ses 70 ans d'âge, mais nous célébrons également 50 ans d'une œuvre grandiose. Et vous avez vu, en parcourant l'exposition, que c'est parmi les rares artistes congolais à avoir des œuvres exposées dans le salon des grands seigneurs de ce monde. Chevalier d'honneur en France en 1986, commandeur de l'Ordre national en 1987, personnalité de l'année au prix Mwanamboka en 2002 ou encore professeur émérite en 2013, des distinctions n'en finissent pas à l'égard de ce digne fils du pays. Ému de la reconnaissance faite à sa personne, le maître exprime sa joie. Je suis très ému que j'arrive à ce moment, parce que vous savez, la durée d'une vie d'un Africain, on nous disait que ça ne dépassait pas 50 ans, mais voilà que moi aujourd'hui, j'ai eu 70 ans, plus mes 50 ans de carrière. En faisant cet événement, c'est un événement plus destiné à la jeunesse. Donc c'est aussi une façon d'inviter l'autorité suprême de notre pays de s'intéresser à la vie professionnelle des jeunes. Le monument Lumumba du jardin de la primature, la Moseka ou encore la cantatrice en bronze, autant d'œuvres qui font la renommée de cet artiste. Ouverte au public ce lundi, l'exposition d'art prendra fin le jeudi prochain. Amoureux de la culture, n'hésitez pas à faire un tour à l'Académie des Beaux-Arts afin de découvrir l'œuvre de celui qui est considéré aujourd'hui comme l'ambassadeur de la culture de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre à Goma, Butembo, Beni, nous sommes dans le Nord Kivu. Merci de votre fidélité. À demain.